Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode de Zundo, un épisode qui est assez important parce que globalement, le corps des règles de Zundo est terminé. On s'était laissé à la fin de l'épisode 17 sur la moitié des atouts. Donc on avait un petit peu classifié les atouts et on s'était rendu compte qu'il y avait principalement des atouts qui permettaient de générer des mouvements avec ou sans bonus et tout ça, et aussi des atouts de tir. Et donc sur le dernier épisode, je vous avais montré les atouts de mouvement et comment est-ce qu'on les gérait, et je vous avais dit, l'épisode suivant, ce serait les atouts de tir, comment est-ce qu'on va les gérer, et voilà. Et donc, je pensais que ça allait être quelque chose d'assez compliqué à implémenter, pour pas vous mentir, et surtout, moi, ce que je voulais vraiment, c'était que ce soit fini assez vite. En tout cas avant le 4 mai, parce que comme vous le savez, pour le moment, au moment de l'enregistrement, on est toujours en confinement, et la société qui m'emploie, elle reprend ses activités à partir du 4 mai. Et donc je sais que je vais avoir forcément un peu moins de temps pour bosser sur Zundo, ce qui est logique, mais du coup je voulais vraiment pouvoir me dire, ok, le gros des règles est terminé, comme ça, c'est pas grave si je ralentis un peu le rythme, vu que globalement, le noyau de Zundo est prêt. Et c'est le cas. Donc aujourd'hui, sur ce 18e épisode, on va parler des atouts de tir, je vais vous montrer comment ça fonctionne, et je vais vous montrer aussi la roadmap. Donc j'ai un petit peu mis à jour, étant donné ce contexte de fin de confinement, de redémarrage de mon travail principal, de mon travail surtout, comment est-ce que je vois le futur de Zundo, quoi. Alors, les atouts de tir. Les atouts de tir, pour ça, on va peut-être juste remontrer d'abord ce qu'on avait. On a par exemple ici, on a ici sur la tribu des Warus, donc on va faire un match Warus contre, que je réfléchisse, contre les Moncus, parce que on aura suffisamment de trucs différents. Hop, voilà. Et donc on voit par exemple ici, chez les Warus, on a deux atouts de tir et un atout tactique qu'on a déjà vu, hein, mais un atout de tir qui est la hache virevoltante, qui globalement dit simplement c'est utilisable par un soldat, et donc à partir de la position du soldat, on peut tirer sur la case juste devant. Un atout de tir, je l'ai sûrement déjà expliqué, mais on va en reparler très vite là maintenant. Un atout de tir, ça permet de lancer un combat entre l'atout et la cible, où globalement ça se joue comme un combat normal, donc on va comparer les coins de l'atout de tir et de la carte défenseur. Euh, le seul truc, c'est que si l'atout de tir perd, il n'est pas détruit, sauf si, comme vous voyez ici, il a une case croix, et dans ce cas-là, si la case croix est touchée, alors l'atout est détruit. Et dernière petite spécificité, c'est que si le défenseur a un coin étoile et que ce coin étoile est touché, rien ne se passe. On considère que c'est une égalité et l'atout de tir revient dans la main. Alors, certains atouts de tir ont un certain nombre d'usages, qui peut être juste ici, quand c'est pas précisé, ça veut dire qu'on peut l'utiliser tant qu'il existe. Donc, au moment où il va être détruit, il va être détruit. Mais il y a d'autres atouts, je ne sais pas si j'en ai ici. Il y a des atouts de tir qui, eux, ont un ou plusieurs usages maximum. Donc ça joue aussi dans le truc. Alors ici, on va comme d'habitude, je vais d'abord vous montrer à quoi ça ressemble dans le jeu, et puis on va regarder un petit peu au niveau du code, ce qu'il a fallu adapter, changer, et pourquoi ça a été plus vite que ce que je m'attendais. Alors, on va préparer les trucs. Juste ici, plutôt que faire du hasard comme à chaque fois, on va mettre en première ligne les cartes qui peuvent lancer des tirs, donc ici les Cocobangs, et chez les Warus, donc on a la hache virevoltante et la flèche pétard, qui sont globalement des atouts plus ou moins pareils, sauf que la flèche pétard elle tire à deux cases et la hache virevoltante elle tire à une case. Alors hop, ici donc on va juste mettre en première ligne les soldats qui ont justement cette possibilité de tirer. Et c'est tout. Alors, bon, là c'est le premier tour, on peut forcément rien faire pour le moment. Ce qu'on va faire ici, c'est on va
avancer 2-3 trucs. Ici, pareil. Alors, donc du coup, on se retrouve ici avec un corse qui est dans la zone de tir du CocoBang. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais activer mon atout de tir. Donc, simplement, on revoit la grille et tout ça, et je vais l'utiliser. De là, le code va vérifier quels sont les lanceurs qui sont disponibles. Donc normalement ici on a 3 élites, les CocoBang. Le truc c'est que il n'y en a qu'un seul qui a une carte ciblable. Donc ça sert à rien de pouvoir choisir les autres vu que de toute façon ça ne marchera pas. Si aucune carte, si aucune cible n'est valide, bah, ça annule simplement. C'est juste bah ok c'est pas grave, on ne peut pas lancer l'atout. Alors donc ici on va choisir la carte en question, donc je confirme l'élite qui va lancer le tir, et puis ensuite ben, je vais pouvoir choisir sa cible parmi les cibles disponibles. Alors ici il n'y en a qu'une seule, hop, et donc je confirme. De là ben, effectivement ça lance un combat, qui est un combat ben, tout à fait classique, hein, c'est juste que c'est entre un atout et le défenseur, donc ici ben, je vais simplement choisir. Et donc ici, bah, c'est le CocoBoom qui a donc l'atout qui a gagné et qui va éliminer la carte. Donc la carte a été éliminée et on voit bien ici dans le chat. Donc Tibus a activé son atout CocoBoom, qui est un atout de tir. Ça lance un combat avec l'atout de tir. Et on voit ici, le tir de l'atout élimine le corse de l'ennemi. Donc voilà, alors moi maintenant ici c'est mon tour, je vais avancer cette carte là pour qu'elle puisse être apportée de quelque chose. Et pareil ici, je vais en mettre une là, je pense que ça devrait aller. Alors ici maintenant j'ai qu'une seule carte qui est apportée pour la flèche pétard. Donc là c'est pareil, je vais utiliser la flèche pétard et je n'ai qu'une seule carte qui a une cible à porter. De là donc je vais la choisir, je vais confirmer mon choix et je vais pouvoir choisir ma cible et là pareil. Donc on lance le combat encore une fois. Alors on va essayer de supprimer l'atout, mais bon on va voir un petit peu. Hop, et donc c'est d'office dans cette diagonale là, on va tester ici. Raté. C'est pas grave, de toute façon ça change pas grand chose. Donc on voit ici, l'atout a gagné et donc la carte a été supprimée. Elle était donc, c'est cette carte ici qui était en 3-1 qui a été supprimée. Alors de retour ici de l'autre côté, je vais avancer une carte. Voilà. Hop. Encore en avancer une. On va refaire 2-3 petits mouvements. L'idée ici c'est vraiment de essayer de redéclencher la destruction d'un atout juste pour que vous puissiez voir. Donc ici on a une carte qui est à portée de la hache virevoltante, donc on va tester la hache virevoltante. Hop, je la sélectionne et je sélectionne sa cible. Hop, donc là on lance le combat. Hop, on va essayer de choisir la croix, pas de bol. C'est la partie aléatoire du jeu, donc ça c'est vraiment... on voit ça comme ça, au pire si j'arrive pas à vous le montrer, c'est pas dramatique, mais ici, tiens, on a une carte qui est à portée du CocoBang, donc on va réessayer ici avec celle-ci, hop. Voilà. Et voilà. Hop. Hop. Ben voilà, cette fois-ci on l'a détruit, donc comme vous voyez, le corse de l'ennemi détruit l'atout CocoBoom et conserve sa position. Donc le corse a gardé sa position, c'était celui qui était ici, et par contre, quand je vois Tibus, lui ici maintenant, il a perdu son atout. Donc voilà un petit peu pour la mécanique des atouts de tir. Il y a d'autres atouts de tir dans le jeu, notamment chez les clos-boulons, ils ont un atout de tir qui lui est un petit peu particulier. La pluie de menhir ici, c'est justement un zone, ça cible un zone dans mon camp, un zone ennemi dans mon camp, et c'est utilisable une seule fois par partie. Donc que ça gagne ou que ça perde, l'atout sera de toute façon détruit. Donc voilà. Alors au niveau du code,
Comme je vous disais, moi je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus compliqué qu'autre chose, mais en fait au final, quand on y réfléchit, un atout de tir, c'est toujours la même séquence. C'est choisir l'émetteur, donc la carte qui va lancer le tir. Alors comme on a vu avec la pluie de menhir, bah ici il n'y en a pas, donc on va directement passer au choix de la cible. Mais quand on était ici par exemple avec la hache virevoltante, d'abord on choisit le lanceur et puis on choisit la cible. Donc c'est toujours cette séquence là, c'est choix du lanceur, choix de la cible, combat et puis résolution. Donc la séquence en elle-même, elle n'est pas particulièrement compliquée, et en plus de ça, cette séquence, bah, tout ou presque était déjà prêt. Vu que sélectionner une carte, c'était déjà une action qu'on avait implémentée, vu qu'on en avait eu besoin pour les pouvoirs et pour d'autres atouts. Donc ça, cette partie-là, c'était déjà fait. La seule partie qui restait, justement, c'était de lancer un combat avec une carte qui n'est pas sur le plateau, et aussi pouvoir gérer, justement, tous les cas de victoire. Parce que si l'atout gagne, c'est simple, on supprime la carte défenseur, parce que l'atout sera toujours attaquant, mais si le défenseur perd, donc il est supprimé, mais attention, l'atout revient dans la main, donc il ne prend pas la place de la carte, ça c'est déjà une première différence. Si l'atout perd, on a deux cas de figure. Si l'atout perd avec un numéro, c'est pas grave, et il revient dans la main, sauf genre pour la pluie de menhir, il est supprimé quoi qu'il arrive. Mais s'il est perdant avec la croix, il est carrément supprimé. Et enfin, le dernier cas de figure, c'était si le défenseur a un coin étoile et que ce coin étoile est touché, c'est simplement une égalité et c'est marre. Donc voilà un petit peu comment ça se résout. Alors on va commencer par regarder la pluie de menhir, parce qu'en tant que telle, c'est la plus simple, vu que justement on n'a pas à choisir de lanceur. Donc ici on peut voir la pluie de menhir, elle va simplement récupérer les choix. Donc les choix, c'est les zones ennemies qui sont situées dans mon camp. Donc là, cette routine-ci va me permettre de récupérer tous les zones ennemies qui sont dans mon camp. S'il n'y en a pas, on arrête directement. On fait un return fall sur le resolver. Ça prévient le jeu que l'atout n'est pas utilisable. Et donc du coup, ça ne passe pas le tour ni quoi que ce soit. Ça dit simplement, voilà, l'atout n'est pas utilisable, réessaye plus tard. Et ensuite, on va simplement, donc on passe sur l'étape de sélection de la cible. Et la sélection de la cible, c'est un select card. Un select card avec le fameux choix et un petit texte. De là, une fois que la carte a été sélectionnée, donc on a notre cible. On revérifie juste une fois que la cible fait bien partie des choix possibles, parce que si c'est pas le cas, c'est qu'on est face à un cas de triche. Alors pour le moment, c'est pas du tout géré, hein, ça lance juste une erreur et le jeu va planter, mais bon, ça c'est pas grave pour le moment. Et enfin, on va lancer le combat. Alors, on va lancer le combat de manière un petit peu spéciale, parce que c'est un combat un peu spécial. Donc ici, ça ne va pas lancer fight, ça va lancer shoot. Et shoot va recevoir la source, la cible, et une fonction qui va être exécutée quand le tir sera résolu, quand le combat du tir sera résolu. Cette fonction, elle est facultative. Ici, pour la pluie de menhir, on en a besoin. On va supprimer l'atout, vu que l'atout n'est utilisable qu'une seule fois. Alors, comment est-ce que ça se passe au niveau du jeu? Alors, au niveau du client, il n'y a pas grand-chose. Hein. Au niveau du client, il n'y a vraiment rien qui a changé. Parce que en tant que tel, il y a 2-3 petits réglages, on va dire esthétiques, mais globalement, la gestion des combats, elle existait déjà. Donc on n'avait pas besoin de changer. Pardon, on n'avait pas besoin de changer quoi que ce soit. Par contre, au niveau du serveur, on devait tout gérer. Alors, au niveau du serveur, donc, on a ce fameux... Alors, attendez, je vais aller le chercher. Voilà. On a ce fameux shoot qui nous permet de lancer un combat, mais de la part d'un atout de tir. Alors, donc on récupère l'atout, on récupère la cible et le fameux callback, qui est facultatif, et on va lancer un combat. Et lancer un combat, ça se fait de la même manière que le précédent, enfin que le combat normal. La seule différence ici, c'est qu'on va préciser que c'est un combat de tir. Comme ça, nous, on peut justement s'assurer qu'il n'y a pas de
Enfin, au niveau du client, ça peut nous permettre de faire des petits changements au niveau de l'interface et au niveau du serveur, ben, on est prévenu que c'est un truc un petit peu spécifique. De là, on encode l'attaquant. Alors, l'attaquant, on l'encode tout en précisant que c'est bien un atout, parce que bah, justement, puisqu'il n'a pas sa place dans le jeu, il n'est pas posé sur le plateau de jeu, bah, ça change pas mal de choses, donc on précise que c'est un atout. Le défenseur, lui, reste exactement pareil, et on garde une référence à notre callback. De là, on envoie le message comme quoi on lance un combat, et c'est parti, rouler jeunesse. Le combat, lui, alors toute la partie client, ça se déroule pareil, hein, vous l'avez vu, c'est un combat classique. Maintenant, bah, on a la résolution du combat. Alors la résolution du combat, qui est ici, elle, justement, bah, on va commencer à faire pas mal de petites vérifications. Par exemple, ici, si la valeur de l'attaquant et la valeur du défenseur sont la même, c'est une égalité. Et là, par contre, on modifie un petit peu le code parce que ben, si c'est une égalité, vous vous rappelez que l'attaquant il doit reculer d'une case suivant son dernier déplacement. Sauf que ben, un atout, il ne fait pas partie du terrain. Donc ici, on fait déjà notre première vérification qui dit si l'attaquant n'est pas un atout, alors on va le déplacer. Sinon, pot de balle, c'est terminé. Ensuite, on a notre cas suivant qui lui est si l'attaquant est un atout et que la valeur qui a été touchée c'est sa croix, il va être détruit. Et dans ce cas-là, simplement, on le retire de la main et on envoie un petit message qui dit que le défenseur a réussi à détruire l'atout, etc., etc. Ensuite, on a l'étape suivante. Alors l'étape suivante ici, c'est quand l'attaquant a un pouvoir. Donc c'est pas notre cas ici, c'est pas pour les atouts, donc c'est pour les combats classiques. Donc ça, pour le moment, on s'en fout. Enfin, c'était quelque chose qu'on avait déjà couvert avant. Par contre, ici, voilà, c'est si le défenseur a un pouvoir et que ce pouvoir est touché, ici, on va justement faire la vérification. Si l'attaquant est un atout, alors simplement, on va envoyer un message qui dit que dans un combat déclenché par un atout de tir, si le défenseur a un pouvoir et que ce pouvoir est activé, simplement, c'est une égalité. Point. Par contre, si on n'est pas dans un atout, alors là, on va gérer le pouvoir, etc. Enfin, on a les deux derniers cas qui sont l'attaquant a une plus grande valeur et donc c'est l'attaquant qui gagne. Dans ce cas-là, simplement on va dire que on va simplement envoyer un message. Si l'attaquant est un atout, on envoie simplement un message en disant le tir de l'atout en question a éliminé la carte. Et par contre, si on n'est pas sur donc ça c'est seulement pour les messages. Et ensuite, on va éliminer la carte défenseur, mais toujours, si c'est pas un atout, alors on va déplacer l'attaquant. Si l'attaquant est un atout, on ne va pas le déplacer sur le board, donc ça c'est pas un problème. Donc on envoie d'abord un message différencié et puis on fait la distinction. Et enfin, le tout dernier cas, là, c'est quand le défenseur gagne. Donc, le défenseur gagne sans avoir détruit l'atout. Dans ce cas-là, simplement, on envoie un petit message et c'est marre. Par contre, quand l'attaquant n'est pas un atout, là on va éliminer l'attaquant. Mais ici, dans le cadre d'un atout, c'est différent. Et enfin, on est toujours donc on est sur la fin du combat. Et la fin du combat, c'est donc on attend 5 secondes, la fameuse petite période où on peut observer la carte adverse. Et puis là, ici, on va vérifier. Si c'était dû à une action, on peut lancer le callback de l'action. Par contre, si on était justement dans un combat avec un callback de fin de combat, ce qui est quelque chose qui est ajouté dans le cadre d'un combat déclenché par un atout de tir, alors on va exécuter le next. Le next qui est ici dans le cas de la pluie de menhir par exemple, qui dit simplement on va retirer la carte de la main puisque c'est le but ici. Par contre, si on n'a pas de next, c'est pas grave, on avance et on continue la résolution du tour. Et c'est tout. C'est tout ici au niveau du code serveur. Globalement, il y a eu 2-3 petits changements à droite à gauche, des petits trucs sur qu'est-ce qu'on envoie comme données, etc. Mais c'est rien de très particulier. Si vraiment ça vous chiffonne, je vous invite à regarder les commits sur GitHub. Donc là, on a vu
la pluie de menhir, qui est un atout relativement simple. Par contre, tous les autres atouts de tir qu'on a vus, donc la hache virevoltante, la flèche dynamite et le coco boom, elles, là c'est vraiment, on doit d'abord choisir le lanceur, choisir la cible et puis exécuter. Hop. Et le truc c'est que, comme vous voyez ici, en fait, il n'y a pas beaucoup de code. Il n'y a pas beaucoup de code, pourquoi? Parce que globalement, les atouts de tir, on va dire classiques, donc choix de lanceur, choix de cible, lancement du combat, c'est toujours le même. Globalement, la seule chose qui change, c'est un petit peu le texte qui va dire, le texte qui va être énoncé pour dire choisissez l'élite et tout ça. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai préparé un utils qui va justement préparer, qui va englober ça. Parce que comme ça, on ne répète pas le code, c'est quand même beaucoup mieux. Donc ici, du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement, j'ai une fonction où je vais pouvoir passer du texte, parce que c'est globalement la seule chose qui change. Et puis là, par contre, c'est l'atout. Alors l'atout, simplement pour commencer, il va donc vérifier qu'on a bien un lanceur. Si on n'a pas de lanceur, on peut tout de suite s'arrêter. Ensuite, on va justement regarder si on a des lanceurs qui sont valides. Alors, qu'est-ce que j'entends par lanceur valide? C'est un lanceur qui est dans la capacité de tirer parce qu'il a une cible valide. Et ça ici, c'est cette fameuse méthode avec un nom super long, getValidCasters for Shooting Trump. Avec un bout de nom comme ça dans une méthode, j'espère que je ne vais pas recevoir la visite d'agents du FBI, mais bref, parce que ça n'a absolument rien à voir avec le président, bien sûr. Hop, donc ici on est sur getValidCasters for Shooting Trump, et ici donc du coup qu'est-ce qu'on fait? C'est justement, on va recevoir le Trump, on va recevoir le petit résolveur j'y reviens, et en gros on va simplement récupérer toutes les cartes du jeu, toutes les cartes qui sont sur le plateau, regarder est-ce que la carte m'appartient? Si elle ne m'appartient pas, je peux l'ignorer, vu que forcément le lanceur ça peut être qu'à moi. Ensuite, on doit attribuer on doit filtrer ça. Donc par exemple, le Coco Boom, on sait qu'il est lançable que par les élites. Et cette donnée-là, on l'a dans les données de l'armée. Donc si je prends ici les Monkus, on a ici justement le Coco Boom. Et le Coco Boom, il est usable by Elite. Donc du coup, moi j'ai une petite fonction ici, resolve Trump usable by, qui va justement dire, ok, on filtre par rapport à le usable by, et donc du coup ici on a cette petite fonction resolver qui va simplement recevoir comme paramètre la carte et qui va retourner true si la carte est valide. Si elle n'est pas valide, on s'arrête, on l'ignore. Et enfin, on a une autre méthode à rallonge qui est elle getValidTargets from Shooting Trumpcaster. Donc ici, c'est justement voir si, en utilisant la grille de ciblage de la carte, on a la possibilité d'avoir une cible valide. Et là ici, c'est à peu près pareil, on applique les mouvements de l'atout, donc la cible de l'atout, donc cette grille-ci, à partir du caster. On regarde bien le sens, et de là, on les parse tous, et si y a une carte à la position de la cible, et que cette carte-là ne m'appartient pas, parce qu'on ne tire pas contre son camp, et n'est pas un obstacle, alors c'est bon. De là donc, on a enfin tous les casters qui ont une cible valide. S'il n'y en a aucune, on s'arrête là. Et là, du coup, on peut envoyer notre première action, qui est l'action justement de choix du caster. Donc là, c'est une action de select card, on en a suffisamment vu tous ensemble. Ensuite, du coup, quand elle est exécutée, on sait quel est notre caster. On revérifie une fois, juste pour être sûr que le caster fait bien partie de ce qui existe. Ensuite, on va récupérer les cibles possibles, les cibles potentielles. Donc, on retourne toutes les cibles valides. S'il n'y en a pas, alors c'est techniquement impossible, vu qu'on a déjà fait la vérification avant, mais voilà, on retourne une erreur. Dans ce cas-là, ici, c'est vraiment un truc... C'est vraiment techniquement impossible. Donc du coup, autant faire planter le jeu, c'est que quand je vais faire des tests, si je me rends compte que ce cas arrive, c'est qu'il y a vraiment un gros pépin dans le code.
Et ensuite, donc, on va passer sur l'étape suivante qui va être de sélectionner la cible. Donc là, on va sélectionner la cible à partir des cibles possibles. Et enfin, encore une fois, on vérifie que la cible sélectionnée fait bien partie des cibles possibles, sinon c'est tricherie. Et puis, comme vous avez vu avec la pluie de menhir, on lance le combat. On lance le combat de tir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les atouts de tir. C'est vrai que c'est beaucoup de trucs et tout ça, mais en gros, c'est ce code-ci, c'est exactement le même pour chaque atout de tir. Et c'est pour ça que du coup, moi j'ai le Coco Boom. Alors, hop, le Coco Boom ici qui n'a qu'une ligne, mais alors si on prend la flèche pétard, pareil, c'est juste le texte qui change, quoi. Donc du coup, ça c'est super pratique. Et si je me rends compte qu'il y a un bug dans mon Resolve Shooting Trump, au moins je vais le résoudre une seule fois pour les 3. Sachant que globalement, les atouts de tir, il y en a en règle générale. En règle générale, il y en a un par tribu. Donc les futures tribus vont réutiliser assez fort ce code. Donc voilà. Du coup, c'est méga cool. Globalement, on a fini, ce qui veut dire que quand on regarde ici notre listing, toutes les tribus du bloc 1 sont faites. Donc là, globalement, on a le jeu dans l'état, à une petite exception près, mais on a le jeu dans l'état, jouable dans l'état de la sortie du premier bloc. Donc quand Zundo est sorti en 99, le jeu, la version en ligne là maintenant, enfin ma version numérique, c'est la même que celle de la première édition du jeu, avec un seul petit manquement, c'est la notion de game lock. C'est donc la condition de victoire par game lock, qui est justement quand au début du tour vous ne savez rien faire, normalement vous avez perdu. Et pour le coup, alors je ne vais pas vérifier là maintenant, parce que globalement on s'en fout, mais je me demande si cette règle-là, elle n'a pas été rajoutée après. Donc bon, allez, après on s'en fout. Donc voilà. Et moi je suis super content, parce que voilà, je recommence à travailler officiellement le 4 mai, demain, parce que là j'enregistre dimanche. Et du coup, c'est cool. J'ai atteint mes objectifs par rapport à ça. Maintenant, justement, quels sont les objectifs suivants ? Alors, étant donné cette fin de ce déconfinement, cette reprise du travail, etc., je me suis dit que j'allais écrire une sorte de roadmap vraiment prévisionnelle. Donc comme je l'ai noté là, la roadmap, elle n'engage personne, hein, parce que voilà, d'ailleurs il y a une petite faute dans le markdown, je corrigerai ça, mais c'est vraiment une roadmap là, avant qu'on ait repris le boulot, donc j'ai vraiment aucune idée de si je vais m'y tenir, et puis surtout, vous remarquerez, il n'y a aucune date. Hein. C'est vraiment une roadmap sans date, sans planning et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a dans cette roadmap ? Alors la première étape, ça va être d'implémenter le chat entre joueurs. Parce que pour le moment, on a ce fameux pseudo-chat qui nous sert juste à garder une trace de toutes les actions qui ont été jouées. Mais à terme, l'idée, et ça va être assez facile à coder, c'est de pouvoir discuter, profiter pour faire un petit peu de trash talking et tout ça. Le petit bruit de fond que vous entendez, c'est mon chat qui mange des croquettes, parce que, comme tous les chats, ils aiment bien emmerder les gens. Ensuite, l'étape suivante, ça va être justement cette implémentation du game lock, donc la condition de victoire où si on ne sait pas jouer en début de tour, on a perdu. Donc voilà, ça en tant que tel, ça méritera un épisode à part entière. Ensuite, j'aimerais bien prendre un petit peu de temps pour avoir une vraie réflexion sur le design et l'ergonomie. On en a déjà parlé, j'avais déjà été assez clair là-dessus que moi, tant que les règles du jeu de base n'étaient pas implémentées, ça servait à rien de faire joli. Et donc maintenant que les règles de jeu de base sont implémentées, on va pouvoir commencer à réfléchir, à essayer de faire quelque chose d'assez sympa et tout ça. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que Zundo, le jeu, quand il est sorti, il y avait juste les cartes. Il n'y avait même pas de plateau de jeu. L'idée, c'était vraiment, on organisait un petit peu le plateau de jeu comme ça. Ils ont sorti un plateau de jeu par la suite, mais comme vous vous rappelez, le format des cartes, c'est pas un format carré. Ici, on a fait un format carré.
parce que c'est plus facile sur un écran. Donc voilà, ça, il y a une grosse réflexion qu'il va falloir avoir sur le design pour voir un petit peu. J'ai ce fameux plateau de jeu qu'ils ont sorti un peu après dans les éditions suivantes. Voir peut-être si en prenant une photo de ce plateau de jeu et en retouchant un petit peu dans un logiciel d'image, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Pour le moment, j'en sais rien, je vous avoue, j'en sais vraiment rien, j'ai pas encore réfléchi à tout ça. Mais voilà, donc il y aura cette réflexion sur le design, sur l'ergonomie. On avait aussi parlé de cette idée de rendre le jeu plus clair en ayant par exemple quelques animations et tout ça, parce que pour le moment le jeu c'est vraiment tout arrive comme ça, les cartes elles disparaissent, il faut se référer au chat pour savoir quel mouvement a été fait et tout. C'est vrai que c'est pas clair, donc ça va être un gros boulot, ça c'est clair, mais voilà. De là, l'idée après, c'est de mettre en ligne une première version. Donc, mettre le code sur un petit serveur et vous permettre, sans avoir besoin d'installer Zundo comme on l'a expliqué dans l'épisode 15, de pouvoir vous connecter et jouer au jeu. Qui sera forcément encore perfectible, qui aura forcément encore des petits défauts, mais voilà. Ensuite, on attaquera le bloc suivant, donc Ganzoreille, qui est le bloc africain, où on a des grenouilles cannibales, des lions rasta, des crocodiles égyptiens et des pingouins arabes, civilisation arabe, mille et une nuits, un peu comme Aladdin, voilà. Et donc, voilà. Alors, globalement, chaque nouveau bloc va amener des pouvoirs un petit peu spécifiques. Donc ça demandera à chaque fois un petit peu de code. Je pense notamment chez les fameux pingouins, là, il y a un pouvoir qui permet de retourner une carte adverse, et donc l'adversaire a une de ses cartes qui est face visible, et il doit dépenser un tour pour la remettre face cachée. Et tant qu'elle est face visible, il ne peut pas la déplacer. Ça, c'est typiquement un truc qu'il va falloir coder, par exemple. Par contre, après, il y a une tonne de pouvoirs qui sont simplement des pouvoirs tout à fait classiques, ou des atouts qui sont des atouts de tir, mais il y a aussi certains atouts qui sont un petit peu spécifiques. Donc forcément, chaque bloc va demander un petit peu de code, mais aussi chaque bloc va demander de scanner les cartes, les retoucher, les détourer, etc. Donc voilà. Donc ce sera le bloc Ganzoreille, suivi de la fameuse fonction, maintenant qu'on aura deux blocs, la fonctionnalité de création de tribus. Donc j'en avais déjà parlé très très vite, mais l'idée est que chaque carte a une valeur et que vous pouvez construire une tribu custom en respectant certaines règles. Il y a 150 points que vous pouvez dépenser, vous êtes obligé d'avoir un emblème forcément, un certain nombre de points d'atout, etc., etc. Donc il y a certaines petites règles, et donc voilà. Et l'idée, c'est donc de pouvoir créer sa tribu, et puis d'en garder trace quelque part, que ce soit côté client, côté serveur, il faudra voir, et pouvoir jouer directement avec des tribus plutôt que les tribus préconstruites. Ensuite, on intégrera le bloc UZA, qui est donc, comme le nom l'indique, les États-Unis. Alors j'en profite, l'épisode sera un peu plus long, c'est pas grave. Et j'ai mon chat qui continue à pourrir le bruit de fond, c'est pas grave non plus. On regarde un petit peu tout. Donc on a le bloc américain avec des coyotes mexicains de la Révolution mexicaine, des dindes nordistes de l'armée de l'Union pendant la guerre de sécession, des ratons laveurs indiens d'Amérique, donc Sioux, Apaches, vraiment les indiens d'Amérique dans la grande époque du Far West, et les Sharkois qui sont des requins armée américaine moderne. Donc commando, voilà, vraiment America quoi. Donc voilà le bloc UZA. Ensuite on fera une mise en ligne avec justement donc ces deux blocs là et la construction de tribus. Puis on attaquera le matchmaking ciblé, donc pouvoir justement lancer un match et désigner son adversaire. Alors c'est peut-être une feature qui viendra plus tôt, on verra un petit peu. Ensuite commencer une réflexion sur l'intelligence artificielle. On a déjà parlé de l'intelligence artificielle dans un épisode précédent. Maintenant l'idée c'est qu'à ce moment-là, arriver à ce moment-là, alors comme je l'ai dit, il n'y a pas de date, etc. Mais commencer à coder ce truc-là. Voir un peu, est-ce que ça tient la route, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Voilà. Ensuite, on va implémenter deux blocs, Ziatic et Strali. Donc, Ziatic, comme le nom l'indique, c'est l'Asie, avec
Les rapons qui sont donc des rats samouraïs, samouraïs du Japon, tout ça. Les pandis qui sont des pandas chinois kung fu Shaolin. Les mumouts qui sont des éléphants hindous orientés un peu yoga, fakir, etc. Et les cruisers qui sont, alors j'ai plus du tout souvenir, je pense que c'était des mangoustes ou des loutres, je me rappelle plus très bien de l'espèce. Et en gros, c'est des templiers qui sont perdus en Asie. Donc c'est des chevaliers européens qui se sont perdus en Asie. Donc voilà un peu grande époque des croisades, sauf que les croisades n'ont jamais été se perdre en Asie. Mais bon, voilà, c'est Zundo. Ensuite, ben, Australie, comme le nom l'indique, c'est l'Australie, avec des léopards qui sont les coloniaux allemands, quoi. Vraiment les grandes armées coloniales allemandes avec les petits chapeaux à pointe et tout ça. Partie d'histoire que je connais pas des masses, donc voilà. Les Jail Rabbits qui sont des lapins taulards, avec un petit peu un mode un peu mafia, film de gangster, très caricaturaux. Euh, les Kazoren et les Tugesh, je me rappelle, je ne sais plus parce que globalement en fait c'est les deux seules tribus que j'ai pas. Si je me rappelle bien, les Kazoren c'est un peu le même style que les Cruisers, donc c'est aussi des chevaliers européens qui se sont perdus. Et les Tugesh c'est des perroquets aborigènes. Je suis quasi sûr que c'est ça. Ensuite, on remettra en ligne avec donc ces deux blocs là. Puis on fera les deux avant-derniers blocs, donc Gandan qui est l'Amérique du Sud, avec les conquistadors, qui, comme le nom l'indique, sont des conquistadors, c'est des taureaux conquistadors. Les Peckles qui sont là aussi une sorte de perroquets, d'ailleurs je pense que non, les Tugesh ça ne doit pas être des perroquets, mais bref. Les Peckles qui sont des perroquets d'Amazonie, donc les réducteurs de tête et tout ça. Les Taurins qui sont des ornithorynques, un peu dans un délire mafia colombienne, Scarface, truc un peu les grands clichés de films de gangsters et de cartels de la drogue et tout ça. Les Yetis qui sont des Yetis, qui sont des pirates. Donc vraiment le cliché piraterie, pirates des Caraïbes, machin. Donc ça, ce sera Gandan et Donuts, qui est un continent qui correspond à rien en fait. C'est un truc qui a été créé pour Zundo et en gros c'est des tribus qui s'intègrent pas vraiment à d'autres continents. Les Technogambas, c'est des sortes de crevettes extraterrestres. Les dinorigènes, c'est des dinosaures qui sont un petit peu en trip hommes des cavernes. Les cyberpoulpes qui sont des poulpes aussi un peu robotisés comme ça. Et les Hells Sheppies qui sont des moutons. Hells Angels, un gang de motards, voilà. Donc ça, ce sera les deux avant-derniers continents qui suivront une mise en ligne et une réflexion sur une version Electron. Alors Electron, c'est quoi ? C'est un moyen de créer des applications téléchargeables à partir de code web, plus ou moins. Je résume très très vite, hein. Mais ça permettrait, alors ce sera une réflexion, on verra si ça tient la route ou pas, mais ça permettrait de ne pas avoir besoin d'un serveur pour faire une partie de Zundo. Il suffirait donc de télécharger une application, et l'application, au moment où vous la lancez, créera son propre petit serveur. Et de là, c'est l'idée, hein, c'est l'idée que j'ai en tête, de là, votre adversaire, il lancerait Zundo sur sa machine, et ça créerait un tunnel l'un vers l'autre pour faire une partie. C'est l'idée. On verra si c'est faisable ou si c'est pas faisable, ou peut-être que l'application sera juste un client vers un serveur qui lui restera un serveur en ligne. Qui vivra verra. Et enfin, on a le dernier bloc, le bloc Europa le retour, qui est donc le dernier truc qui a été créé par les éditeurs de Zundo, où en gros ils sont revenus sur Europa. Je ne sais pas s'ils avaient prévu de faire
le retour sur tous les continents, si le jeu avait marché, mais bon, tant pis. Avec ici les cocoléoniens qui sont des coqs armées napoléoniennes, les hippos qui sont des hippopotames de la Grèce antique, donc vraiment le grand cliché de la Grèce antique, et une seconde tribu pour les tribus existantes de Europa. Donc les Warus qui sont donc les Morses scandinaves vikings, les Rhinogoths qui sont donc des rhinocéros goths, les Moncus, les singes romains que vous avez déjà vus, et les Boarix qui sont des sangliers gaulois. Donc voilà, ce sera le tout dernier bloc, et une fois qu'on aura fait ça, il n'y aura plus de tribus dans Zundo, on les aura toutes faites. Et enfin, on intégrera les règles additionnelles du beau plateau. Alors je vous parlais justement du plateau de jeu qui était sorti, je ne sais plus du tout à quel moment dans le jeu, mais c'était vraiment un plateau cartonné, je vous ferai une photo. Et ce plateau était fourni avec des règles additionnelles qui consistaient en fait en des obstacles. En gros, des obstacles, vous démarriez le jeu en choisissant un obstacle que vous posiez déjà sur la partie, sur le plateau de jeu, et ces obstacles modifiaient les règles de cette case. Il y avait genre un tremplin, votre zone terminait son mouvement là-dessus, il pouvait faire un bond supplémentaire. Il y avait une peau de banane qui avait une chance sur deux de faire glisser le zone qui tombait dessus, etc. Des trucs un petit peu sympas. Donc ça, j'aimerais quand même les intégrer, parce qu'une fois qu'on aura intégré ça, globalement, j'aurais vraiment intégré tout Zundo. Il n'y aura pas d'autres nouveautés, parce que le jeu est fini et tout ça, mais on aura tout intégré. Et enfin, donc une dernière bêta et une mise en ligne finale. Donc voilà. Je vais pas faire plus long, parce que l'épisode est déjà un petit peu plus long que d'habitude. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est cette fameuse roadmap. On verra à quel point ça avance vite ou pas vite. Ça dépendra aussi beaucoup du boulot, de comment je m'organise et tout ça. Mais voilà. Il est aussi probable qu'entre-temps, je code d'autres trucs. J'ai notamment deux trois petits projets qui pourraient faire le sujet de micro-séries en une ou deux vidéos. Mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Et voilà, en tout cas, moi je suis super content que ça avance aussi bien, et surtout que cette partie-là, elle soit finie avant le déconfinement. Donc voilà. Prenez soin de vous, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. On a traversé un truc pas cool tous ensemble, donc j'espère que tout le monde va bien. Merci encore pour votre fidélité, et on se revoit très vite. Bye. Et j'étais pas prêt pour Ethan, donc je vous redis au revoir.